Peut-être sur Terre, peut-être dans le futur. C'est avec ces deux phrases que nous accueille Tsutomu Nihei dans son œuvre Blâme. Deux simples phrases auxquelles seront confrontés tous les lecteurs du manga lorsqu'ils tomberont sur la première page. Une introduction étrange, déstabilisante, qui pourtant va permettre d'ancrer toutes les mécaniques narratives présentes dans les 10 tomes que compose cette aventure. Grâce à ces quelques lettres blanches sur fond noir, il arrive déjà à planter les bases de son univers dans notre imaginaire. Il lui suffit simplement de citer le mot terre pour créer de premières attentes, que ce soit en termes d'architecture, de paysage, de religion et de personnages, qu'ils soient humains ou animaux. Il crée un lien de familiarité avec nos propres connaissances du monde. Puis le mot futur vient modifier cet ancrage. Nos attentes sont dès lors transformées. On pioche dans nos images que le futur peut avoir. Celui d'un avenir dystopique, comme on peut les trouver dans les univers de Philip K. Dick ou d'Isaac Asimov, Matrix, et j'en passe. On se met alors à voir des voitures volantes, des méga-cités, des endroits où le soleil peine à poindre sous la pollution éclairant à peine des villes grises faites de béton et de métal, illuminées par des néons froids, révélant alors une société crasseuse et décadente, où la frontière entre l'homme et la machine est devenue trop floue. On commence aussi à entendre des sons étranges, des vrombissements, des vibrations métalliques, et des mots qui ne peuvent avoir réellement de sens que dans cette époque future. On part aussi former nos images grâce à d'autres univers aussi lointains que familiers. Star Wars pour ses vaisseaux, ses cités, ses armes, Valérian et Dune de la même manière et pour leurs mondes étranges et fantaisistes. Il lui suffit de 2 mots seulement pour donner assez de grains à moudre à notre esprit qui ne sait pas encore où il va s'aventurer. Tel un voyageur qui se trouve sur le point d'ouvrir une porte vers l'inconnu, nous nous accrochons aux images de ce qu'il peut se trouver derrière. Mais il y a ces peut-être, ce simple adverbe qui vient nous avertir. Ce que vous verrez ici vous semblera familier. Vous verrez ici des choses que vous reconnaîtrez sûrement. Pourtant, tout vous y est inconnu et distant. De la même manière que George Lucas nous présente son récit par la célèbre phrase « Dans une galaxie lointaine, très lointaine », Tsutomu Nihei nous présente son récit dans un temps si lointain qu'on ne saurait dans quel futur le situer, si ce n'est un futur où la Terre n'est plus qu'un terme oublié, imprimé sur une sauvegarde papier, et où pourtant tant de choses lui ressemblent. Tsutomu Nihei parvient dès le début de son œuvre à jouer avec nos connaissances, les images et les préjugés que nous pouvons avoir sur ce qui nous entoure, et la façon dont nous les percevons, créant attente et inconnu, familiarité et étrangeté. C'est via ces vides, ces possibilités, que l'auteur va impliquer le lecteur dans son œuvre. Nous devenons alors des enquêteurs qui, au fil des pages, vont chercher dans chaque rare dialogue, chaque détail de chaque planche, un indice. Une pièce du puzzle qui nous permettra de comprendre les règles et limitations de l'univers dans lequel nous évoluons. Cet aspect de l'aventure est souligné par le personnage principal dont on va se rendre très vite compte de la puissance. À la manière de Saitama dans One Punch Man, le héros est bien trop fort. Son arme à la puissance démesurée y est pour beaucoup. Mais la façon dont il se remet de manière extraordinaire face aux différentes agressions qu'il subit rend encore plus impactant sa force, sa résilience et sa résistance. Qu'il en sorte vainqueur ou non, une seule chose ne change pas. Il se relèvera toujours. L'accent n'est plus alors mis sur la dangerosité d'une rencontre, ou le défi qu'elle impose. Il est mis sur les motivations derrière celle-ci et les conséquences qu'elles impliquent. En sachant cela, seules quelques questions restent. Pourquoi est-il ciblé? Que veulent réellement ceux qui l'empêchent d'atteindre son but? Que se passera-t-il s'il ne parvient finalement pas à surpasser ceux qui l'ont vaincu? C'est donc, armés de nos questions, à la recherche de détails, d'éléments clés à la compréhension de l'univers, que nous démarrons notre enquête. Nous pouvons d'ailleurs trouver notre premier indice dès la 4e de couverture. Nous lisons au dos de chaque manga cette mention. Adventure Seeker Killy in the Cyber Dungeon Quest. Nous apprenons ainsi le nom de notre protagoniste. Nous pouvons l'apprendre aussi à la page 54 du premier tome. Nous voyons qu'il est un Adventure Seeker, un chercheur d'aventure. On s'imagine alors un personnage nomade, possiblement solitaire, dont la seule motivation serait d'avoir un but à atteindre le faisant voyager d'un point A à un point B, puis de recommencer encore et encore. Le listing des chapitres en page 2 nous donne une précision supplémentaire. Killy est un enquêteur. Qui enquête sur quoi? Cela nous est révélé dans les premières pages, moment où nous prenons le récit in medias res. On peut voir Killy, accompagné d'un enfant qu'il doit livrer. On nous parle alors de cellules, de gènes humains, de gènes non altérés, d'avant l'épidémie, de modifications chromosomiques. On enjoint aussi Killy à aller 3000 niveaux plus haut. Vérifier si le secteur est habité par des humains. Nous comprenons alors qu'on envoie Killy,
Chercher tel un archéologue les dernières bribes d'ADN préservées d'une humanité qui, telle que nous la concevons, n'est plus qu'un mirage lointain. Un concept presque préhistorique dans une époque si distante qu'il ne peut être que fantasmé. Enfin, nous savons que nous allons évoluer avec lui dans le cyberdonjon, plus communément appelé mégastructure par ses habitants. L'utilisation du mot cyber n'est pas ici anodine, et vous l'aurez deviné dans ma première partie, l'auteur nous oriente plus vers les univers cyberpunk que nous ont servi Asimov et Kadik que ceux plus fantaisistes. Les images et différentes couvertures nous orientent aussi très clairement dans cette direction. Et bien que ça soit à cette mention au dos du manga que je fus confronté en premier, l'ordre n'est pas important. C'est avec l'ensemble composé par la première planche, la couverture, la phrase en quatrième ou encore le titre du premier log nommé Terminal Génétique que Nihei cimente son univers dans le cyberpunk froid et sombre où la machine et l'organique se mêlent. Le terme log pour désigner les chapitres a aussi son importance. Celle-ci peut être interprétée comme les rentrées d'un journal de bord, et nous serions donc devant les différentes transcriptions des aventures de Kili au sein de la mégastructure. Il peut aussi être interprété comme le fichier contenant les historiques d'événements informatiques, transformant l'univers en un monde égal à celui de la matrice, où le réel et la simulation informatique sont deux mondes distincts, où les non-initiés ne peuvent se douter de l'existence de l'autre. Cette interprétation du terme prend son sens grâce au but qu'ont certains personnages de vouloir atteindre une certaine résosphère. Lieu virtuel présenté comme une plaine venteuse où les intrus sont détruits sans relâche. Mais aussi lorsque l'on peut voir certains membres se télécharger dans la mégastructure, la désignant comme étant la réalité basique au cours du tome 2. C'est donc avec ces éléments que nous allons pouvoir commencer à suivre les aventures de notre personnage taciturne dans cet univers froid et hostile. Mais si grâce aux 2 premiers tomes, Tsutomu Nihei vient nous donner les fondations, la structure de son univers, les clés de son interprétation, nous ne devons pas nous limiter à celle-ci. Et c'est en amenant de plus en plus d'éléments à son intrigue, de simples précisions, de nouveaux personnages et des planches en couleur, que notre compréhension de l'univers évolue, que notre interprétation change, qu'elle se transforme de la même manière qu'il a joué avec nos attentes et a su les transformer grâce à 2 simples phrases. La lecture de Blam est une lecture qui se fait toujours en évolution. Et chaque relecture nous révèle d'autres détails, d'autres éléments qui viennent chambouler nos conceptions pour les transformer en autre chose. L'implication du lecteur portée jusque dans la construction de l'univers auquel il est confronté est constamment renouvelée. Et c'est dans l'attente de nouveaux indices que son attention est dirigée. Alors que Kili est en recherche constante des restes d'une humanité perdue, le lecteur, lui, part en quête de traces qui lui permettront d'interpréter ce futur, tel un archéologue fou qui se serait tourné vers l'avenir plutôt que le passé. Lorsque nous avançons, à tâtons, limité par l'exploration du personnage principal lui-même, le cyberdonjon se révèle et mute. Démarrant dans un espace gris, froid et hostile, nous découvrons de nouvelles sociétés, semblables ou différentes aux nôtres, composées d'humanoïdes à la fois ressemblants et étrangement autres, dans des communautés s'organisant dans les strates de la mégastructure dont le nombre de niveaux la composant est inconcevable. Loin à l'horizon, dans certaines zones, se découvrent les cadavres de géants de métal, machines vestiges d'un temps où tout était encore en construction, dont la fonction était de reproduire de manière exagérée et impossible ce qu'ont imaginé les esprits d'architectes ayant vécu à une époque oubliée. Très vite, Kili est opposé à des ennemis appelés sauvegardes, machines humanoïdes semblant vouloir détruire les nouveaux habitants et les nouveaux écosystèmes qui évoluent et survivent sans cesse dans la mégastructure. Plus tard dans l'œuvre, nous apprendrons que le cyberdonjon ne cesse de croître, sans jamais s'arrêter, dont certains niveaux ont été construits clandestinement et dans lesquels prospèrent les tristement célèbres silicates. Êtres plus semblables à la machine qu'à l'homme, agissant tels des parasites, cherchant à se connecter à la fameuse résosphère. Il ne sera pas non plus rare de trouver dans la mégastructure ce que l'on pourrait considérer comme des animaux prédateurs, ou même des animaux tout court, et au tout début du tome 1, on peut voir ce qui ressemble à des insectes nécrophages. Les premières pages du tome 2 nous offrent quelques aperçus de la mégastructure en couleur et elles y sont pour le moins surprenantes. Des tuyaux bleus semblables à des veines, des tuyaux gris desquels se déverse un liquide rougeâtre, voire même des intérieurs entièrement rouges chers, dont les larges structures font penser aux boyaux d'un être vivant. La mégastructure se transforme alors. Du cyberdonjon, celle-ci devient un cybercadavre. Un cadavre tumoral, grandissant encore et toujours de manière incontrôlée, dans lequel prolifèrent et prospèrent de nouveaux écosystèmes ainsi que les parasites qui profitent de l'aubaine pour atteindre leurs objectifs. Et pourtant,
dans lequel un système immunitaire dégénéré cherche à éliminer ses évolutions, et ce en l'honneur d'une conception obsolète et effacée d'une humanité oubliée. Une humanité que seul Killy semble être en mesure de pouvoir ramener pour arrêter cette folie. Cette interprétation de cybercadavre conforte l'idée qu'en tant que lecteur, nous nous considérons comme l'archéologue, l'analyste de cet univers, comme inspectant les restes d'un dinosaure fossilisé, d'une tombe mise à jour, dont nous essayons d'extraire les secrets avec le plus de minutie et d'attention possible. Pourtant, tout ceci ne sont que des spectres insaisissables. Car, comme aujourd'hui, nous nous estimons capables de reproduire des scènes d'une époque lointaine que nous jugeons au plus proche des preuves ayant survécu à l'épreuve du temps, de nouvelles découvertes peuvent renverser les conceptions établies et transformer notre vision des choses. Il faut aussi garder à l'esprit que chacun est biaisé dans sa propre perception des éléments qu'il observe, que cela soit par son éducation, par son évolution sociale ou par ses valeurs. Cela signifierait donc que tout ce que je vous ai dit ici, tout ce que je vous ai narré, est faux. Que c'est un tissu de mensonges que mon esprit dérangé est tordu à tisser afin de remplir les vides, les inconnus et les possibilités de cette œuvre dense et complexe qu'est Blam. Ou peut-être ai-je raison, et j'ai réussi, grâce aux morceaux dispersés de ce puzzle incomplet, à reconstruire une image globale correspondant à celle de l'auteur. Mais encore une fois, cela n'a pas réellement d'importance. Ce qui importe, c'est ce que nous arrivons à tirer de Blam, ce que nous parvenons à interpréter et ce que nous voulons y projeter. Au contraire d'une habitude que j'ai pour m'investir dans une œuvre qui est de m'y incarner, en tant que personnage auprès des protagonistes ou antagonistes, dans le but de me plonger et de m'approprier le récit, d'en faire quelque chose de personnel, dans Blam, cela ne me fut jamais nécessaire. Tsutomu Nihei laisse au lecteur le loisir de s'investir dans son œuvre en lui laissant assez de clés et d'espace pour le faire, et ainsi donner corps à l'aventure. Devant ce manga, nous sommes tels des dormeurs à peine réveillés, cherchant à retrouver la trame narrative d'un rêve qu'ils oublient déjà. Nous devenons alors constructeurs de la narration. Blam est une histoire que nous voulons nous raconter, que nous voulons nous façonner. Souvent j'ai parlé d'un travail d'archéologue, mais l'univers de Nihei n'en nécessite pas la rigueur. Le lecteur, au gré des pages, a entièrement la main sur les codes qu'il construit et la logique qui régit la mégastructure et leurs habitants. Cela implique aussi que le lecteur a la main sur ses propres plot holes. Il n'est pas nécessaire de tout interpréter pour tirer de Blam ce que nous souhaitons y projeter. S'il existe des éléments desquels nous ne tirons aucune interprétation sans que cela ne vienne briser les codes de notre trame narrative, alors ces derniers peuvent rester dans l'inconnu. Nous avons la possibilité de laisser ces éléments à des réflexions futures, pour peut-être un jour les faire rentrer dans le tableau que nous avons composé, ou tout simplement pas, en les abandonnant à jamais à l'oubli. Grâce à toutes ces caractéristiques du récit, je considère ce manga comme l'une de mes lectures les plus personnelles que j'ai pu avoir, tout support littéraire confondu. Une autre raison qui m'amène à ce sentiment est la toute dernière planche que nous propose Nihei. Après nous avoir délivré un final cryptique, mystérieux et onirique comme il a su le faire tout au long de son œuvre, il nous confronte à cette planche, simple, composée de deux plans. L'arme de Killy, prête à tirer, puis un plan où on voit le héros accompagné d'un enfant, peut-être en combinaison, qui tire sur une cible qui ne nous est pas dévoilée, et cette mention, Blam 10, fin. Cela ne ressemble en rien à une fin classique. On voit que le protagoniste est encore en quête, une quête possiblement différente que celle qu'il avait démarrée initialement. L'histoire semble ici inachevée. Ce fut cette impression de manque, d'imperfection, qui m'a habité pendant les heures qui ont suivi la vision de cette fin, couplée à une incompréhension face à la façon dont Nihei nous laisse. Puis après quelques temps de réflexion, il m'est venu une explication, une interprétation. Car après tout, après nous avoir fait nous investir à ce point dans son œuvre, en nous ayant fait démarrer un récit qui avait déjà commencé, pourquoi s'arrêter sur les dernières pages, voire même sur la dernière planche? L'histoire de Killy est en effet inachevée. Nihei ne révèle pas où l'histoire a commencé, ni où elle se termine. La chose qui prend fin dans le manga, c'est la partie de la quête que voulait nous présenter son auteur. Et maintenant,
Alors que nous sommes racontés une histoire au fil des 10 tomes, que nous avons construit le monde, ses limites, que nous avons donné corps à Blam, tandis que son auteur nous guidait visuellement et nous donnait les clés, c'est à nous d'imaginer comment cela se terminera. La vraie fin et le départ même de la quête de Kili ne se trouvent pas dans la narration imprimée, mais dans l'histoire, la trame que nous avons formée. Tsutomu Nihei nous fait ici assez confiance pour que nous achevions l'œuvre dans laquelle il nous a tant investi. Et après tout, qui d'autre que nous-mêmes pourrait donner une fin satisfaisante à une histoire que nous avons construite ? Pour conclure cette vidéo, je dirais que le plaisir et l'originalité de Blam ne se situent pas que dans ses dessins ou son univers, mais dans l'attention que l'auteur a de plonger le lecteur en tant qu'architecte de son propre récit. Comprendre cette œuvre ne réside pas dans la compréhension entière de sa narration, mais dans la compréhension de ce que Nihei cherche à construire avec le lecteur. Me replonger dans cet item pour la 3e fois a encore été un immense plaisir. Et je n'en ai pas parlé ici, mais pour ceux qui auraient lu Blam ou qui comptent le faire, je conseille Noise, du même auteur et qui en est une préquelle, et qui personnellement a figé mon interprétation de l'univers. Je recommande d'ailleurs une autre œuvre de l'auteur qui est plus accessible que ce bestiau, qui est Bioméga. J'ai découvert les deux assez jeune, lorsque j'étais encore au lycée je préférais Bioméga pour le fait que c'était plus clair dans sa narration, mais aujourd'hui je pense que Blam s'est ici au-dessus à cause de tous les éléments que je vous ai présentés. S'il y en a qui veulent aussi approfondir un peu plus leur connaissance sur l'auteur, je vous recommande l'excellente vidéo de Alt 236 sur Blam et Tsutomu Nihei en général, je vous mettrai le lien quelque part parce que Alt 236 fait un taf juste incroyable. Mais voilà. C'est la fin de ce premier log, j'espère que ça vous aura plu, moi je me suis éclaté et ce fut intense. Si vous voyez cette vidéo le jour de sa sortie, n'hésitez pas à venir sur le live Twitch, parce que nous allons y faire un débrief, on va débattre, discuter, etc. Dans tous les cas, je vous dis à bientôt pour un prochain log.